Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme toutes les semaines pour les webinaires de français à l'étranger. Toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir quand les salariés expatriés, comment vous pouvez négocier votre rupture de contrat de travail. Notre expert du jour, c'est Avi Bitton, avocat français très présent dans les médias en France, expert en droit du travail et négociation de départ pour cadres et cadres dirigeants. Il exerce au barreau de Paris depuis plus de 22 ans, où il est reconnu pour sa capacité à défendre avec stratégie et humanité des clients confrontés à des situations professionnelles des fois complexes, des fois moins complexes. On est en direct sur Zoom, LinkedIn et Facebook. Ce sera bien sûr enregistré tout ça, donc vous pourrez le revoir en replay sur les réseaux sociaux. Vous voyez déjà un petit QR code en bas à droite qui vous permet de prendre contact avec Avi Bitton directement, Maître Avi Bitton. Moi, je reviendrai à la fin pour lui poser toutes vos questions. Donc, posez des questions en bas dans le Q&A ou sur les réseaux sociaux et on les posera après, à la fin de la présentation. Maître Avi Bitton, la parole est à vous et moi, je reviens donc à la fin. Merci. Parfait. Bah, écoutez, bonjour pour certains, bonsoir pour d'autres. Effectivement, je suis Avi Bitton, je suis avocat depuis 22 ans. J'ai une seule activité, c'est conseiller les cadres et les cadres dirigeants dans leur négociation de départ. Je les aide à négocier au moment de la rupture un accord amiable, rapidement, sans procès, à des conditions avantageuses et en préservant leur réputation professionnelle. Et donc, je conseille beaucoup d'expatriés aux quatre coins du monde qui, on le verra tout à l'heure, ont évidemment un lien avec le droit français, qui sont souvent sous contrat français et contrat local. J'expliquerai ça tout à l'heure. Je vais commencer par me présenter rapidement et après on va rentrer dans le vif du sujet. Le but de ce webinaire, c'est de vous apporter des informations et des conseils. Vous n'êtes pas forcément en train de vous licencier, d'être licencié. Vous n'êtes pas forcément en train de négocier votre départ, mais les conseils que je vais vous donner vont vous servir pour anticiper cette rupture et pouvoir la négocier au mieux de vos intérêts. Donc, très brièvement, je présente un petit peu le cabinet. Alors, on est un cabinet d'avocats situé à Paris, à côté du musée du Louvre et de la place Vendôme. Nous sommes 12 avocats et juristes. Nous avons des correspondants aux États-Unis, mais aussi à Londres et dans d'autres pays d'Europe, ce qui nous permet effectivement de conseiller les expatriés. Euh, Depuis 22 ans que j'exerce, notre cabinet a été recommandé par plusieurs classements internationaux qui font des enquêtes auprès des clients et auprès des autres avocats pour faire leur classement. Et donc, j'ai été recommandé au fil des années par Best Lawyers et Legal 500. Avi, Euh, je voulais juste oui, savoir, est-ce que tu as réussi à passer le slide d'après ou il est bloqué? C'est juste pour savoir. alors non, je l'ai passé. Normalement, là, Ok, je suis sur la ok, deuxième page, celle où je présente mon cabinet. d'accord, ok. Parce C'est que bon. de mon côté, je vois toujours la première slide. Je sais pas si on veut peut-être refaire le partage d'écran. On peut peut-être le Alors, remettre en route. pardonnez-moi, je suis désolé, je vais Non, il n'y a pas de souci. arrêter le partage et le refaire. Je suis désolé, vaut mieux le dire dès le début, comme ça, Voilà. effectivement. Alors, parfait. Alors, est-ce que là, on est bien sur la deuxième page, présentation du cabinet à Viviton? Non, on est toujours sur la... Ah, ça y est, on est sur la deuxième. On est bon. C'est bon? Et Parfait. là, on est sur On la continue. troisième, c'est bon? Là, on est sur la troisième. On est tout bon. Parfait, on ne touche plus Merci, à Avi. rien. Je t'en prie. Donc voilà, Euh, notre cabinet d'avocats défend et conseille exclusivement les cadres et les cadres dirigeants. Nous ne conseillons pas les entreprises, donc nous n'avons pas de conflit d'intérêts. On est vraiment indépendant. Euh, voilà. Alors, très rapidement, là encore, pour parler un petit peu de moi, que vous sachiez un petit peu d'où viennent les conseils qui vont vous être donnés. Moi, je suis diplômé de l'université de la Sorbonne et de la London School of Economics, l'université de Londres. Je suis ancien membre élu du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris
et j'ai écrit un ouvrage chez un éditeur juridique de référence qui s'appelle Le procès au Conseil de prud'homme. J'ai été moi-même avocat collaborateur du plus grand cabinet d'avocats du monde, Clifford Chance, et je suis régulièrement auditionné par le gouvernement, que ce soit le ministère du Travail, le ministère de la Justice ou par le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat, sur des projets de réforme. Je suis très régulièrement interviewé par la télévision, par la radio, par la presse, et j'ai obtenu des jugements de condamnation de grandes entreprises comme le groupe LVMH, Amazon, le géant américain 3M, les groupes français Eiffage, Veolia, L'Oréal, Essilor ou la banque Natixis. Alors, d'abord, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à comprendre et à maîtriser la négociation de départ. Donc, c'est un webinaire, effectivement, qui s'adresse aux cadres et aux cadres dirigeants qui sont expatriés hors de France. Il y a plusieurs types d'expatriation. Vous avez les expatriés qui gardent leur contrat français, simplement il est suspendu et ils ont un contrat local, un contrat à Dubaï, un contrat dans le pays où ils se trouvent. À ce moment-là, se pose la question, quelles sont les obligations de la société française au titre du contrat français suspendu? Et puis, vous avez le deuxième cas de figure où le contrat français a été résilié, soit par une démission, soit par un accord tripartite, soit voilà, sous différentes formes, et il y a uniquement un contrat local dans le pays d'expatriation. À ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce que la société française qui vous a expatrié a encore des responsabilités et des obligations envers vous? Quand on parle de négociation de départ, il y a plusieurs cas que je vais vous aider à distinguer ici. Il y a la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, c'est d'un commun accord, les deux parties s'arrangent pour rompre le contrat de travail. Il y a le licenciement. À ce moment-là, la société vous licencie et derrière, vous allez conclure une transaction, un accord amiable. Et puis, il y a un troisième cas qui est la démission. Donc, vous démissionnez, c'est vous qui rompez le contrat et derrière, il y a un accord amiable. On va examiner ces différents types de départ négociés et je vais vous dire quels sont les plus avantageux. À mon sens, ce qu'il faut le plus souvent éviter, c'est la démission. J'expliquerai pourquoi. Alors, quels sont les enjeux d'une négociation de départ? Souvent, c'est obtenir les indemnités les plus élevées. C'est souvent la priorité pour un cadre qui veut préserver sa sécurité financière. Une fois qu'on a négocié les indemnités, il faut aussi les optimiser sur le plan fiscal. C'est-à-dire que si vous signez un accord où il est écrit 300, 400 000 euros, 300 000 euros, mais que vous ne le structurez pas fiscalement, même si vous avez signé un accord où il est écrit noir sur blanc 300 000 euros, vous pouvez vous retrouver avec 150 000 euros si c'est mal structuré. Ensuite, l'autre enjeu, ça peut être de percevoir des allocations de chômage en France. Alors attention, vous ne pouvez percevoir des allocations de chômage en France que si vous résidez en France. Donc cet enjeu, il existe uniquement pour les expatriés qui vont revenir en France. Sinon, ça n'est pas un enjeu dans la négociation. Autre enjeu, protéger votre réputation professionnelle. C'est évidemment un enjeu important, à moins que vous ayez 60 ans et que vous soyez en fin de carrière. Si vous êtes plus jeune et que vous comptez retravailler, il va falloir négocier dans l'accord amiable des clauses spécifiques pour protéger votre réputation professionnelle. Maintenir ou au contraire faire lever, abandonner une clause de non-concurrence. Il se peut que dans votre contrat de travail, vous ayez une clause de non-concurrence qui vous interdise d'aller travailler chez un concurrent pendant un certain temps. Eh bien, dans la négociation de départ, on peut négocier que cette clause soit abandonnée ou au contraire qu'elle soit maintenue. Parce que si elle est maintenue, à ce moment-là, la société va devoir vous payer pendant toute la durée de l'interdiction des indemnités de non-concurrence. Autre enjeu,
Si vous avez des actions gratuites, des free shares du type RSU, LTI, BSPCE, ou alors des actions de performance, des actions gratuites, il va falloir négocier au moment du départ le sort de ces actions pour ne pas qu'elles soient perdues. Et enfin, vous pouvez négocier avec la société votre maintien dans la société pendant un certain temps. Par exemple, si vous êtes aux États-Unis et que vous voulez rester un certain temps dans la société pour pouvoir vous maintenir sur le territoire américain et régulariser votre situation, ça peut être négocié au moment du départ avec votre société. Voilà les enjeux d'une négociation de départ. Alors, je vais beaucoup vous parler de la rupture conventionnelle parce que c'est vraiment la modalité idéale pour négocier votre départ. C'est quoi une rupture conventionnelle euh, et quelle est la différence avec le licenciement ou la démission? La rupture conventionnelle, c'est une rupture d'un commun accord. C'est-à-dire que c'est pas l'employeur qui rompt le contrat ou le salarié qui rompt le contrat, donc c'est ni un licenciement ni une démission, c'est un commun accord, on se met d'accord et on rompt le contrat de travail. Quelle est la différence avec le licenciement ou la démission? Euh, alors, dans la démission, par exemple, pourquoi c'est la pire des options? Dans la démission, déjà, si vous rentrez en France et que vous avez démissionné, vous n'aurez pas droit aux allocations de chômage. Et si vous démissionnez sans avoir signé un accord amiable, une transaction, ça sera très difficile, après la démission, de négocier quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'employeur n'a plus rien à craindre. C'est vous qui avez rompu le contrat en démissionnant. Donc vous ne pouvez pas attaquer la société pour lui demander des indemnités. C'est pas elle qui vous a licencié. C'est vous qui avez rompu le contrat, qui êtes parti de votre plein gré. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent avec la démission et que c'est vraiment la dernière des options. Mais effectivement, quand il n'y a pas de rupture conventionnelle et qu'il n'y a pas de démission, il peut y avoir un licenciement de la part de la société. Alors, effectivement, ça dépend du type de licenciement. Il y a des licenciements avec des petites indemnités légales, des licenciements sans indemnité. Il y a des licenciements avec un préavis de 3 mois. Et puis, il y a le licenciement pour faute grave où là, il n'y a pas de préavis. Il faut là aussi éviter le licenciement et essayer d'anticiper les choses, de sentir venir, de voir les signaux d'un licenciement à venir pour déclencher une stratégie de négociation amiable et éviter ce licenciement. Alors, la rupture conventionnelle, donc c'est le mode idéal pour négocier son départ. Qui demande la rupture conventionnelle? Il y a deux cas de figure. Soit c'est l'entreprise qui la demande, soit c'est le cadre qui la demande. Si c'est l'entreprise qui la demande peut être explicite, c'est-à-dire qu'un jour, les RH, votre manager, les RH viennent vous voir et vous disent, écoute, il est temps de se séparer, voilà, on te propose une rupture conventionnelle et on va discuter. Alors, je dirais que là, vous êtes vraiment en position de force, parce que ça veut dire que la société veut se séparer de vous, mais qu'elle n'a pas de motif de licenciement, sinon elle ne vous proposerait pas une négociation, elle vous licencierait si elle avait un motif de licenciement. Donc, vous êtes en position de force parce que si vous refusez l'offre de la société, si elle n'est pas assez généreuse dans les indemnités et que vous refusez la rupture conventionnelle, la société est bloquée. Elle n'a pas de motif de licenciement, elle va devoir en trouver un, faire un licenciement abusif, et à ce moment-là, elle va s'exposer à un risque de procès. Ça, à la limite, c'est le cas le plus facile. La société est claire, elle vous dit clairement, on vous propose une rupture conventionnelle. Mais il y a un autre cas, c'est la société qui veut se débarrasser de vous, mais qui n'ose pas vous le dire, et qui essaye euh, de vous pousser à la démission.
C'est-à-dire que la société va se lancer dans une forme de harcèlement moral. Oui. Elle va vous mettre à l'écart, elle va vous retirer des fonctions, elle va commencer à mal vous noter lors des appréciations annuelles, elle va commencer à vous adresser des critiques, des reproches, elle va vous fixer des objectifs irréalistes, inatteignables. Ça peut être des signes que la société veut vous pousser à démissionner. Et en fait, il faut vous saisir de ces signes pour déclencher une négociation. Ou alors, vous avez des signes que la société est en train de préparer votre licenciement. Alors, ça peut être, par exemple, effectivement, une mauvaise évaluation annuelle, elle est en train de préparer le dossier, un avertissement, une sanction disciplinaire, elle est en train de préparer le terrain pour un licenciement. Euh, Ça peut être effectivement, comme pour le harcèlement, le fait qu'elle vous retire des responsabilités. Comme elle se dit, bah, je vais bientôt le licencier, bah, je vais lui retirer les responsabilités, je vais les donner à quelqu'un d'autre. Euh, il peut y avoir aussi un contexte économique. Vous voyez que la société est en pleine réorganisation, qu'il y a des postes qui vont être supprimés. Donc, vous sentez venir le licenciement. Eh bien là, c'est pareil. N'attendez pas ce licenciement, anticipez les choses, mettez en place une stratégie pour amener la société à la table des négociations et conclure une rupture conventionnelle. Ça, c'est le premier cas où la demande explicite ou implicite de rupture conventionnelle vient de l'entreprise. Deuxième cas, la demande de rupture conventionnelle vient du cadre. C'est lui qui veut la déclencher. Alors là, il y a une mauvaise technique et une bonne technique. La mauvaise technique, c'est la demande naïve. C'est-à-dire que vous allez voir la société et naïvement, vous lui dites, bah, écoutez, j'aimerais bien partir. Est-ce que vous pourriez me faire un chèque de 300, 400 000 euros pour que je parte? La plupart des cadres qui font ça viennent ensuite me voir et ils me disent, bah, maître, ça fait deux, trois fois que je demande une rupture conventionnelle à mon entreprise et elle refuse systématiquement. Et évidemment, évidemment, une entreprise ne va pas vous donner comme ça gratuitement un chèque juste pour que vous partiez. L'entreprise va vous dire, écoutez, madame, monsieur, nous, on paye les gens pour qu'ils restent, pour qu'ils travaillent, on ne les paye pas pour qu'ils partent, qu'ils prennent une retraite anticipée. Donc, c'est la chose à ne pas faire. Aller voir son entreprise naïvement comme ça et lui dire, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire une rupture conventionnelle et est-ce que vous pourriez me verser des indemnités? Non seulement ça ne marche pas, mais en plus, l'entreprise peut se dire, bon, il a envie de partir, elle a envie de partir, il va bientôt partir, donc je ne vais pas lui donner de l'argent pour qu'il parte, je vais attendre et il va finir par craquer. Puisqu'il a envie de partir, il va finir par craquer et par partir de lui-même et je ne paierai aucune indemnité. Ok. La bonne technique, c'est la technique de la réclamation. Pour déclencher une rupture conventionnelle, la meilleure stratégie, c'est d'adresser une réclamation à votre entreprise, une réclamation écrite, dans laquelle vous allez dénoncer les manquements de l'entreprise à ses obligations et vous allez faire comprendre dans cette réclamation à l'entreprise que vous avez des fondements pour l'attaquer, vous pourriez l'attaquer, ça pourrait coûter cher à l'entreprise. Et donc, vous allez dire à l'entreprise de régulariser la situation. Eh bien, sachez que les entreprises ont horreur des réclamations. Elles ne supportent pas qu'un cadre leur demande de respecter le code du travail et voilà. Et donc, souvent, c'est cette réclamation qui va conduire l'entreprise à la table des négociations. L'entreprise va dire au cadre, écoutez, ça peut plus durer, on a reçu votre lettre, on n'est plus en confiance, on n'a plus envie de travailler avec vous, il faut trouver une solution. Alors évidemment, cette réclamation, il ne faut pas que vous la rédigiez tout seul, il faut consulter un avocat qui va examiner le dossier et qui va vous dire quels sont les manquements juridiques de la société et donc quels sont les leviers de négociation. Voilà.
Alors, la question qui se pose ensuite, c'est à quel moment euh, négocier son départ. Bon, il y a deux types de situations. Il y a le cas où il y a effectivement un harcèlement de la part de l'entreprise qui vous pousse à la démission, ou alors il y a des signaux qu'il y a un risque de licenciement. Alors ce risque de licenciement, ça peut être par exemple la fin de la période d'expatriation qui arrive. Ça, c'est vraiment une situation à risque pour le cadre expatrié, parce que effectivement, à la fin de l'expatriation, la société doit le réintégrer en France. C'est son obligation selon le Code du travail. Mais le problème, souvent, c'est qu'elle ne sait pas où le reclasser. Euh, Souvent, il a un salaire élevé, donc il n'est pas facile à reclasser. Donc, la période où on approche de la fin d'expatriation, c'est une période à risque où là, la société peut être tentée de le licencier sur des faux motifs. Et puis, effectivement, il y a d'autres signes qu'il y a des risques de licenciement. C'est par exemple, il y a des réorganisations avec des réductions d'effectifs. Souvent, les expatriés peuvent être en risque. Voilà. Donc, si vous voyez qu'il y a un harcèlement ou un risque de licenciement, n'attendez pas. Parce que si la société vous harcèle pour vous faire démissionner, si au bout d'un moment, elle voit que vous ne démissionnez toujours pas, bien, elle va basculer sur le licenciement. Donc, quand vous voyez qu'il y a un harcèlement ou un risque de licenciement, n'attendez pas, ne soyez pas dans dans ce mindset, dans cet état d'esprit où vous vous dites, wait and see, je vais attendre, je vais voir ce qui se passe. Non, parce qu'un matin, il se pourrait que vous receviez une convocation, qu'on vous coupe les accès et qu'on vous dise, bon, on lance une procédure de licenciement. Donc, quand vous êtes dans ce genre de situation, il ne faut pas attendre, il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il faut prendre conseil auprès d'un avocat, mettre en place une stratégie pour déclencher une négociation. Et à ce moment-là, vous êtes en position de force pour négocier. Vous ne subissez pas. Ok. Le deuxième cas de figure, à quel moment négocier son départ? Bah, c'est quand on veut partir pour des raisons personnelles. Par exemple, on a un projet personnel ou euh, on a une offre d'une autre entreprise. Bon, eh bien à ce moment-là, effectivement, il faut déclencher la négociation le plus vite possible. Parce que gardez bien à l'esprit une chose, une négociation peut prendre plusieurs mois. Alors, j'ai des négociations qui se bouclent en 2 semaines, 3 semaines, un mois. Ça arrive, ça peut être très rapide, mais c'est pas la norme. La plupart du temps, une négociation dure en moyenne 3 ou 4 mois. Donc, si vous avez des projets personnels, si vous savez que vous voulez changer d'entreprise, mon meilleur conseil, c'est d'abord de négocier votre départ. Et une fois que vous avez signé votre accord amiable, là, vous commencez à chercher ailleurs. Parce que le problème, c'est que si vous commencez à chercher ailleurs, vous avez une offre, vous signez votre nouveau contrat de travail, à ce moment-là, la nouvelle entreprise vous attend rapidement, elle vous demande de rejoindre votre poste d'ici 2, 3 mois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous, vous êtes obligé de démissionner de l'ancienne entreprise pour respecter la période de préavis de 3 mois et pouvoir rejoindre la nouvelle entreprise rapidement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous démissionnez, l'entreprise n'a plus d'intérêt à négocier avec vous. Vous avez démissionné, vous ne pouvez pas l'attaquer, elle n'a pas à vous verser d'indemnité. Ok. Alors, ensuite, euh, vous êtes décidé à négocier votre départ. Quelles sont les étapes préalables avant la négociation, avant que vous déclenchiez la négociation? Première étape, il faut vous renseigner discrètement sur la politique de négociation de l'entreprise. Est-ce qu'on a affaire à une entreprise qui négocie facilement, qui évite le contentieux, qui est litigation shy, comme on dit, qui a peur du contentieux, qui craint pour sa réputation et qui négocie beaucoup et rapidement et généreusement? Ou est-ce qu'on a affaire à
une entreprise à l'ancienne, familiale, avec une famille dirigeante qui négocie jamais, qui va au contentieux jusqu'au bout. Voilà, c'est important que vous ayez ces informations pour savoir un petit peu, est-ce que la négociation va être longue et difficile, est-ce qu'elle va être rapide, est-ce qu'on peut viser des indemnités hautes ou basses. Ensuite, la deuxième étape, vous devez collecter des preuves sur les manquements de l'entreprise. Alors, je vous donne des exemples, mais on en parlera tout à l'heure. Les manquements de l'entreprise, ça peut être par exemple qu'ils vous ont notifié vos objectifs, vos targets, dont dépend votre salaire variable. Ils vous ont notifié vos objectifs tardivement, c'est-à-dire au lieu de vous les notifier au début de l'exercice, au mois de janvier, ils vous les notifient en février, en mars, parfois en juin. Bon, c'est un exemple. Il faut, avant de vous lancer dans la négociation, collecter les preuves des manquements de l'entreprise. Pourquoi il faut le faire avant? Tout simplement parce qu'il y a le risque, quand vous lancerez la négociation, que vous adresserez par exemple votre lettre de réclamation à l'entreprise, il y a le risque que l'entreprise vous coupe les accès, que vous n'ayez plus accès à votre messagerie et que vous ne puissiez plus récupérer les preuves. Ok. Évidemment, c'est votre avocat qui va vous aider à identifier les preuves et qui va vous dire comment les collecter légalement, sans commettre de faute. Troisièmement, il faut vérifier votre contrat de travail, les avenants et la convention collective. On a des surprises quand on vérifie son contrat de travail. Euh, Croyez-moi, je ne vais pas multiplier les exemples, mais il faut vérifier son contrat de travail. Voir par exemple, bah tiens, le délai de préavis, est-ce qu'il est de 3 mois, c'est-à-dire le délai de préavis habituel, ou est-ce que dans votre contrat, vous avez un délai de préavis de 6 mois? Ça arrive, je l'ai déjà vu dans des contrats. Voilà. Et quatrième étape, avant de déclencher la négociation, il faut désigner un avocat et faites-le avant le début de la négociation. Ne vous dites pas, bon, je vais me lancer tout seul, je vais aller discuter avec les RH, avec mon président, avec le manager, je vais lancer la négociation et l'avocat viendra, interviendra par la suite. Ça, c'est pas une bonne stratégie. Votre entreprise ne vous donnera jamais les mêmes indemnités si vous êtes seul que si vous êtes avec un avocat. Lorsque l'entreprise a un avocat face à elle, elle sait qu'il y a un risque de procès, qu'il y a un risque de réputation si l'avocat médiatise l'affaire. Et donc, effectivement, dès le départ, on va négocier sur des sommes plus hautes. Alors, je vous ai dit, pour négocier, il faut avoir des leviers de négociation, c'est-à-dire des moyens de pression sur l'entreprise. Premier type de levier de négociation, l'entreprise a peut-être commis, sûrement commis, souvent le cas, des manquements au code du travail. Alors ça peut être l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le variable sur objectif. La société vous a notifié vos objectifs tardivement après le début de l'exercice. Ou alors, elle vous a fixé des objectifs inatteignables, excessifs. Ou alors, elle vous a fixé des objectifs sans vous donner des moyens d'atteindre ces objectifs. Ça peut être aussi des manquements sur la durée du travail. Euh, Quand vous entendez les cadres n'ont pas d'horaire de travail, c'est une légende, c'est un mythe. Les cadres ont des horaires de travail et c'est souvent un puissant levier de négociation. Au moment de la rupture, on réclame toutes les heures supplémentaires sur les 3 dernières années. Je peux vous dire que ça peut vite chiffrer en termes d'indemnité. Deuxième type de levier de négociation, l'entreprise a commis une fraude ou un manquement à la compliance. Il faut vraiment que vous sachiez que ce soit en droit français ou dans beaucoup de droits étrangers aux États-Unis et dans d'autres pays, si vous dénoncez une fraude, un manquement à la compliance commis par l'entreprise, le droit du travail vous protège. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'entreprise n'a plus le droit de vous licencier en représailles parce que vous avez dénoncé une fraude ou un manquement à la compliance. Alors, ça peut être un levier de négociation. Il faut, dans un premier temps,
dénoncer la fraude ou le breach of compliance en interne à la direction, et c'est à ce moment-là qu'une négociation peut s'engager. Bon. Euh, Troisième cas où vous avez un puissant levier de négociation, c'est le cas où l'entreprise ne peut pas, n'a pas le droit de vous licencier. Je vous donne un exemple. Vous revenez de congé, vous êtes en congé maternité ou vous revenez de congé maternité, vous savez que vous êtes protégé. L'entreprise ne peut pas vous licencier, sinon elle serait accusée de discrimination à la maternité. Autre cas où l'entreprise ne peut pas vous licencier, bah, c'est l'exemple que je donnais, si vous êtes lanceur d'alerte, si vous avez alerté en interne la direction d'une fraude ou d'un manquement à la compliance, vous êtes protégé. La société n'a pas le droit de vous licencier en représailles. En droit anglo-saxon, c'est la règle qu'on appelle no retaliation, pas de représailles. Ou alors, troisième cas où l'entreprise ne peut pas vous licencier, je le disais tout à l'heure, dans le Code du travail, il y a une règle, c'est que à la fin de l'expatriation, la société mère en France a l'obligation de vous reprendre, de vous reclasser, ne peut pas vous licencier. Donc, dans ces cas de figure où la société ne peut pas vous licencier, vous êtes évidemment en position de force pour négocier votre départ. Parce que si la société a envie de vous licencier, mais qu'elle ne le peut pas, elle est bloquée. Et donc, la seule manière pour elle de se séparer de vous, c'est de trouver un accord amiable. Et puis le quatrième cas, où vous avez un puissant levier de négociation, c'est vous voulez partir, mais la société veut que vous restiez. Elle a besoin de vous parce que vous avez une expertise, un savoir-faire indispensable ou en tout cas difficile à remplacer rapidement. Ben là, vous avez un levier de négociation. Vous pouvez dire à la société, écoutez, moi je veux partir. Au lieu que je parte rapidement là, juste avec les 3 mois de préavis, je suis prêt à rester 6 mois ou plus, mais à ce moment-là, il faut qu'on négocie à l'amiable un départ avec des indemnités. Voilà, ça peut être un levier de négociation. Alors, quels sont les points de négociation? Quels sont les éléments clés que vous allez négocier avec la société avec l'aide de votre avocat? Premièrement, évidemment, c'est le point le plus important, je pense, l'indemnité de rupture. Donc la question, c'est combien? Alors votre avocat, en examinant votre dossier, va vous faire une évaluation. Sachez que quand vous négociez une rupture conventionnelle, il y a un minimum légal en dessous duquel la société ne peut pas descendre. Donc ça, il y a un minimum légal. Si la société descend en dessous, la rupture conventionnelle n'est pas valable. Mais par contre, il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum. La loi ne prévoit pas un maximum. Et donc, si vous voulez, bah, vous pouvez négocier 3 fois, 4 fois, 5 fois les indemnités légales minimum. Tout va dépendre de votre dossier et de vos leviers de négociation. Ensuite, une fois que vous avez négocié l'indemnité, vous pouvez négocier la date de départ. Soit vous voulez partir rapidement parce que vous avez des projets personnels, une création d'entreprise ou un nouveau poste qui vous attend, donc vous pouvez négocier de partir rapidement. Soit au contraire, vous voulez partir dans 6 mois parce que vous voulez prendre le temps de rechercher un nouvel emploi, de trouver un nouveau poste. Et à ce moment-là, tout ça peut être négocié. C'est l'avantage, si vous voulez, de la négociation amiable, c'est que vous vous mettez d'accord avec l'employeur et vous choisissez tout. Tandis que si vous subissez un licenciement, si vous attendez que vous subissez un licenciement, ben là, vous ne choisissez pas la date de votre départ. On vous l'impose. Ensuite, ce qui va être très intéressant à négocier, c'est tout ce qui va protéger votre réputation professionnelle pour l'avenir. Donc, vous allez négocier une clause de confidentialité, c'est-à-dire que l'entreprise qui sera contactée dans quelques années par des chasseurs de tête ou par des employeurs potentiels ne pourra pas dire dans quelles conditions vous êtes parti. Vous pouvez négocier une clause de non-dénigrement, c'est-à-dire que là, vraiment, vous interdisez à l'entreprise de dire du mal de vous. Et vous pouvez même négocier une lettre de recommandation.
C'est-à-dire, ça c'est très pratique parce que dans vos recherches d'emploi futures, vous pourrez joindre la lettre de recommandation à votre CV et du coup, l'employeur potentiel n'appellera même pas votre ancienne entreprise, il aura la lettre de recommandation. Vous pouvez négocier, comme je l'ai dit au début, le sort de la clause de non-concurrence. Donc, c'est simple. Si vous savez que vous allez rester dans le même secteur, que vous allez aller chez un compétiteur, un concurrent, à ce moment-là, dans la négociation de départ, il va falloir négocier la levée, c'est-à-dire l'abandon de la clause de non-concurrence par l'entreprise pour que vous puissiez aller chez le concurrent. Si au contraire, vous savez que vous n'irez pas chez le concurrent, que vous allez travailler dans un tout autre secteur, à ce moment-là, votre intérêt, c'est de négocier le maintien de la clause de non-concurrence pour pouvoir toucher pendant toute la période de non-concurrence les indemnités de non-concurrence tous les mois. Voilà. Donc ça se négocie. Vous allez négocier le sort de vos actions gratuites. Si vous avez des actions gratuites, LTI, RSU, BSPCE, actions de performance, etc., vous allez pouvoir négocier soit le cash, c'est-à-dire vous allez dire, bon, moi je veux que ces actions gratuites, elles me soient payées en cash immédiatement, soit vous allez pouvoir négocier euh, de rester dans les effectifs encore quelques mois, voire même un an, pour pouvoir vester, c'est-à-dire acquérir définitivement aux dates anniversaires ces actions gratuites. Vous pouvez négocier aussi le financement par l'entreprise d'une formation, d'un coaching ou d'un outplacement. C'est-à-dire que c'est la société, votre employeur, qui va payer par exemple une société de formation, une école, par exemple pour faire un MBA, ou alors une société d'outplacement qui va aller vous trouver votre prochain emploi. Ça peut être payé directement par la société dans le cadre du départ négocié. Et enfin, la société peut vous rembourser vos frais d'avocat. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, mon cabinet, dans environ 80% de nos départs négociés, notre cabinet arrive à obtenir de l'employeur le remboursement total partiel de vos frais d'avocat. Voilà, ça va faire partie de la négociation, ça fait souvent partie du package. Alors ensuite, il y a quand même certaines erreurs à éviter dans une négociation. Euh, Si vous permettez, je vais juste regarder combien de slides il reste. Très bien. Bah, on va s'attarder un petit peu, parce que c'est important, comme il nous reste 20 minutes, sur les erreurs à éviter dans une négociation de départ. Première erreur, se lancer dans la négociation sans avoir auparavant collecté les preuves. C'est une erreur, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que à tout moment, l'entreprise peut vous couper vos accès et à ce moment-là, vous n'aurez plus accès à aucune preuve. Et deuxièmement, parce que pour réussir une négociation, il faut poser des preuves sur la table. Quand vous dites à la société, vous avez commis des manquements, il faut qu'on négocie à l'amiable, il faut lui rapporter la preuve de ces manquements. Sinon, l'entreprise va se dire, bon, il invoque des manquements, mais il n'a pas de preuve. Donc, même s'il fait un procès, il perdra, il n'a aucune preuve. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Avant de commencer la négociation, vous collectez les preuves. Ensuite, la deuxième erreur à éviter, c'est d'attendre le dernier moment pour négocier. Par exemple, je l'entends fréquemment, j'ai des cadres qui me disent non, bah écoutez, à telle date, j'ai des actions gratuites qui vont vester, que je vais convertir en cash. Bah, je vais attendre la date de ce vesting pour lancer la négociation. En fait, quand vous attendez pour négocier, il peut se passer beaucoup de choses. Votre société peut décider de lancer une procédure de licenciement. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus en position de force pour négocier, parce que ça y est, la société a préparé le dossier, elle lance la procédure et elle vous licencie. Euh, et puis, il faut que vous gardiez aussi à l'esprit qu'une négociation, ça peut durer longtemps. Ça peut durer 3, 4 mois, ça peut durer 5, 6 mois aussi. Donc, plus vous attendez pour lancer la négociation et plus tard, vous aurez votre accord amiable.
La troisième erreur à éviter, c'est de sous-estimer votre position de force. Il y a beaucoup de cadres qui se disent, non, mais la société est puissante, elle a beaucoup d'avocats, puis ils ont un service de ressources humaines, ils commettent pas d'erreur, je suis sûr qu'ils ont commis aucun manquement au code du travail. Ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas votre position de force. Je peux vous assurer depuis 22 ans que j'exerce que même les plus grandes sociétés commettent des erreurs et des manquements au code du travail. Parfois involontairement, ils ont oublié un article du code du travail, parfois volontairement. Ils savent qu'ils ne respectent pas certaines règles sur le salaire variable, sur la durée du travail, mais ils font un calcul, un bilan coût-avantage et ils se disent c'est plus rentable de ne pas respecter le code du travail. Et si un jour un cadre m'attaque, eh bien à ce moment-là, je lui paierai des indemnités. Voilà, c'est un calcul. Donc ne sous-estimez pas votre position de force dans la négociation. Quatrième erreur, négocier seul et sans avocat. Je l'ai dit tout à l'heure, très souvent, vous n'obtiendrez pas les sommes que vous auriez pu obtenir si vous aviez pris un avocat. L'avocat fait peur à l'entreprise, donc déjà, ça va augmenter les indemnités. Et surtout, l'avocat a les connaissances techniques pour structurer ces indemnités de manière à ce que vous payiez le moins d'impôts possible. Et puis, il y a des clauses qui sont très techniques que vous ne pouvez pas négocier seul. Les clauses de confidentialité, de non-dénigrement, toutes ces clauses qui protègent votre réputation professionnelle pour l'avenir, vous avez besoin d'un avocat pour les négocier. Autre erreur, c'est de faire confiance aux RH. Alors souvent, les RH vont se rendre très sympathiques, ils vont tout faire pour que vous leur fassiez confiance et que vous négociez seul avec eux, sans avocat. Euh, les RH sont payés par la société pour défendre les intérêts de la société. Ne l'oubliez jamais. Ils ne sont pas là pour défendre vos intérêts. Leur carrière, leurs augmentations de salaire dépendent de leur efficacité. Leur efficacité, c'est quoi? C'est défendre au mieux les intérêts de la société. Autre erreur que malheureusement je vois souvent, c'est révéler votre volonté de partir à la société. Si vous dites à la société, écoutez, moi j'en ai assez de l'expatriation, je vais rentrer en France, rejoindre ma famille qui m'attend. Bah, la société va se dire, bon, pourquoi négocier avec lui? Pourquoi lui verser 300, 400 000 euros d'indemnité alors que je sais que très rapidement, il va finir par démissionner parce qu'il veut rejoindre sa famille en France, parce qu'il a un projet de création d'entreprise, parce qu'il a trouvé un poste ailleurs. Voilà. Donc, ne soyez pas bavard, ne révélez pas à l'entreprise que vous avez des projets personnels et que vous voulez partir. Sinon, elle ne négociera pas, elle attendra que vous partiez de vous-même, spontanément. Autre erreur, c'est de signer dans l'urgence. Alors, typiquement, la société qui vous met sous pression, qui vous menace de licenciement, qui vous dit, écoute, soit tu signes l'accord amiable, soit on lance la procédure de licenciement. Et là, vous êtes pris au dépourvu, vous paniquez, vous signez. Ne signez jamais dans l'urgence. Prenez le temps de vous renseigner, de prendre le conseil d'un avocat. Euh, évidemment, ne démissionnez jamais sans avoir signé un accord amiable. J'ai encore récemment un cadre qui m'a dit, non, non, mais j'ai parlé à la direction, ils m'ont dit, écoute, cherche ailleurs. Quand tu trouveras ailleurs, donne-nous ta démission, et puis après on discutera, on trouvera un accord amiable, on s'arrangera. C'est un piège. Une fois que vous aurez démissionné, l'entreprise sait que vous allez partir, elle sait que vous ne pouvez pas l'attaquer puisque vous avez démissionné, elle n'a plus aucune raison de vous verser des indemnités. Autre erreur assez fatale, c'est de signer un nouveau contrat de travail dans une nouvelle entreprise avant d'avoir conclu un accord amiable. Et oui, vous signez un nouveau contrat de travail dans une nouvelle entreprise, la nouvelle entreprise vous dit, bah écoutez, on vous attend dans 3 mois, hein, pas dans 6 mois ou dans un an, on vous attend le plus rapidement possible. Et à ce moment-là, le piège se referme. Vous êtes obligé de démissionner de votre entreprise actuelle pour respecter le préavis de 3 mois et rejoindre la nouvelle entreprise. Donc, il faut faire les choses dans le bon ordre.
vous négociez votre départ. Une fois que vous avez signé l'accord, là, vous pouvez signer un nouveau contrat de travail ailleurs. Je regarde l'heure et je me dis que vous avez sûrement des questions à me poser. Alors, les questions qu'on me pose fréquemment, je vais les passer en revue parce que c'est peut-être des questions que vous vous posez et après on vous laissera au moins 10 minutes pour poser librement vos questions. Les questions fréquemment posées. Combien de temps dure une négociation de départ? C'est une inconnue. Je peux jamais dire à l'avance à un cadre combien de temps va durer sa négociation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui se bouclent en un mois, 2 mois. Il y a des négociations qui durent 7, 8 mois. La moyenne au cabinet, c'est 3, 4 mois, mais on ne le sait jamais à l'avance. C'est pour ça qu'il faut lancer la négociation le plus vite possible. Peut-on refuser une rupture conventionnelle? Oui. Juridiquement, vous êtes libre. Si votre employeur vous propose une rupture conventionnelle, vous êtes libre de la refuser. Mais le risque à ce moment-là, c'est qu'il vous licencie. S'il vous propose une rupture conventionnelle, c'est qu'il veut se séparer de vous. Si vous refusez, quelle est sa solution pour se séparer de vous? À ce moment-là, il va monter un dossier de licenciement. Comment négocier une indemnité élevée? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Un, prendre un avocat. C'est le meilleur moyen de faire peur à l'employeur et de négocier à la hausse. Deux, avoir des leviers de négociation. Pas se contenter de dire à l'employeur, je veux une indemnité. Il faut lui dire, vous avez commis des manquements, je peux vous attaquer, ça peut vous coûter cher. Ok. Et troisièmement, ne pas demander la rupture conventionnelle, mais conduire l'employeur à vous la proposer. Parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui en demande, et là, vous pouvez demander des indemnités élevées. Comment structurer la négociation sur le plan fiscal? Alors, c'est malheureusement une question à laquelle je ne peux pas répondre là comme ça. C'est très complexe. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Est-ce que vous allez rester expatrié à l'étranger ou est-ce que vous allez venir en France et redevenir un contribuable français avec les règles de la fiscalité française qui s'appliquent? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que votre compagne ou votre mari travaille? Quel est votre niveau de revenu? Il y a beaucoup de paramètres et la seule réponse que j'ai à apporter là, c'est il faut faire appel à un avocat pour structurer ça, de manière à ce que le net que vous aurez à la fin dans votre poche soit optimisé. Quels sont les honoraires de l'avocat dans une négociation de départ? Très classiquement, un avocat, au moment de la désignation, va vous demander des honoraires de diligence, un retainer, une provision. Et à la fin, quand vous allez conclure l'accord amiable, l'avocat va prendre un honoraire de résultat, un success fee, c'est-à-dire un pourcentage des sommes que vous avez obtenues. C'est un très bon système parce que ça vous garantit que l'avocat essaye de vous obtenir le meilleur résultat possible puisqu'il est intéressé au résultat. Mais gardez toujours à l'esprit que dans la négociation de départ, on va négocier le remboursement par l'employeur de tout ou partie de vos honoraires d'avocat. Enfin, dernière question fréquemment posée, que faire si j'ai été témoin d'une fraude ou d'un breach of compliance par ma société? Eh bien, n'allez pas dans le bureau de votre manager lui en parler oralement. N'envoyez pas de vous-même comme ça un email à votre manager, à la direction ou au service éthique et compliance parce que ça peut vous exposer, ça peut vous mettre en danger. Prenez conseil auprès d'un avocat, exposez-lui l'affaire pour voir si véritablement il y a une fraude ou un breach of compliance. Et là, votre avocat vous aidera à faire une alerte, un whistleblowing en bonne et due forme, tout en vous protégeant. Voilà. Voilà pour les questions fréquemment posées. Romain, j'imagine que tu as reçu des questions, ou peut-être nos auditeurs ont des questions à me poser. Oui, n'hésitez surtout pas si vous avez encore des questions à soumettre à la fois sur Facebook, LinkedIn ou Zoom. Vous pouvez aussi cocher la case pour poser la question en toute discrétion si vous êtes sur Zoom, que vous ne souhaitez pas qu'on ait votre nom complet qui s'affiche chez nous. Vous avez juste à cocher la case.
posez votre question en inconnu. Et Euh, je vais écouter les questions et essayer d'y répondre, mais si vous songez à négocier votre départ, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, remplir le formulaire de contact. Donc, on a mis un lien actif, vous voyez, qui est en bas, c'est cadres et dirigeants, avis Bitton et associés. Si vous cliquez, ça vous emmène sur la page de notre cabinet avec un formulaire de contact qui vous permet de nous contacter. À ce moment-là, on revient vers vous et on vous propose éventuellement une consultation personnalisé. Voilà. Alors, quelles sont les questions, Romain, s'il y en a? ce lien, il sera pas cliquable parce qu'on est en vidéo, mais par contre, vous D'accord. pouvez scanner le QR code qui envoie exactement au même endroit, qui est affiché à l'écran. Et Oui. pour ceux qui n'arrivent pas à scanner le QR code, je vais le remettre dans le replay. Il sera dans la bio, en dessous de cette vidéo à regarder, quel que soit le réseau social sur lequel vous regardez. On a une première question d'Alexandre qui est au Canada qui nous dit comment estimer un montant d'indemnité réaliste sans se griller face à l'employeur. Et je pense qu'il y a une autre question de Céline qui est assez complémentaire. Est-ce que je risque de tout faire capoter si je demande trop ou il vaut mieux tenter quitte à négocier ensuite? Alors, c'est une très bonne question. Euh, Si vous demandez un montant qui est totalement déconnecté de ce qui se pratique devant les tribunaux, ça va être un deal breaker. C'est-à-dire qu'immédiatement, l'entreprise va se dire, bon, il ou elle n'a pas du tout la notion de ce qu'il est en droit de demander. L'écart est trop grand. Ce cadre s'est cru à la loterie nationale. On arrête la négociation et ça peut être vraiment un deal breaker définitif. Je l'ai déjà vu. Et en même temps, il ne faut pas demander un montant trop modéré, trop bas. C'est dommage. Parfois, je vois des cadres qui négocient, qui entament la négociation tout seuls sans avocat. Ils demandent 200 000 euros à leur société. Et quand ils viennent me voir et que j'évalue le dossier, je me rends compte qu'ils peuvent négocier facilement 400 000 euros, le double. Le problème, c'est que comme ils ont commencé la négociation tout seuls avec l'entreprise et qu'ils ont dit à l'entreprise, moi, 200 000 euros, ça me conviendrait, bien quand moi j'interviens ensuite comme avocat, ça devient très difficile de négocier. Donc, vraiment, mon conseil, avant de faire quoi que ce soit, vous consultez un avocat, il va vous faire l'évaluation de vos indemnités, et là, vous saurez ce que vous pouvez vraiment négocier. Parfait. On a une question d'un auditeur anonyme qui nous dit, avez-vous une expérience sur le portage avec un contrat suisse qui peut licencier plus facilement? Comment se défendre? Alors, mon expertise est en droit du travail français. Si vous êtes expatrié en Suisse, il y a deux possibilités. Soit vous avez gardé le contrat français, simplement il est suspendu le temps de votre expatriation et vous avez un contrat suisse local. À ce moment-là, on peut tout à fait négocier sur les bases du droit français. Soit deuxième possibilité, la société a mis fin au contrat français et vous avez juste un contrat local, un contrat suisse. À ce moment-là, mon travail d'avocat français, ça va être de voir est-ce qu'en réalité, vous n'êtes pas resté lié à la société française? Est-ce qu'en réalité, vous continuez à recevoir des ordres de la société française et la société française continue à décider de vos promotions, de vos augmentations, etc. À ce moment-là, on est dans une situation où en réalité, il y a toujours un contrat de droit français. Et à ce moment-là, on peut négocier sur la base du droit français. Parfait. Euh, Question de Nathalie qui est en Asie apparemment. Est-ce qu'une rupture conventionnelle est toujours possible quand on est expatrié? Bien sûr. Alors, encore une fois, enfin, un accord amiable.
là, j'ai donné l'exemple de la rupture conventionnelle parce que c'est le contrat de type de droit français pour négocier son départ. Mais oui, que ça soit une rupture conventionnelle ou une transaction, par exemple, un severance agreement, effectivement, un accord amiable est toujours possible. Et après, on adapte la forme. Voilà. On a une question d'un Romain qui est aux États-Unis apparemment, dans la région de Boston. Il nous dit, est-ce qu'un employeur peut revenir sur un accord oral de rupture? Donc, est-ce qu'il faut une Bien trace sûr. écrite? Mais bien sûr, tant que rien n'est signé, rien n'est signé. C'est la règle. Euh, c'est pour ça que il faut éviter, quand on est cadre et qu'on veut négocier son départ, de rentrer dans des discussions soi-même en direct avec les RH, avec les managers, parce que ce sont des paroles, ça n'engage à rien. Euh, il faut prendre un avocat et l'avocat va formaliser les accords. Mais si c'est un accord oral, évidemment, comment vous allez le prouver si votre entreprise vous dit, mais non, il n'y a jamais eu d'accord, c'est faux, on ne s'est jamais engagé. David qui nous dit, comment, quel conseil donneriez-vous pour négocier vite, proprement et éviter un contentieux long, épuisant et coûteux? Eh bien, premier conseil, c'est le paradoxe. Quand vous voulez obtenir un départ négocié, il ne faut pas le dire à l'employeur. C'est très paradoxal, mais si vous faites le premier pas, que vous allez dire à l'employeur, je suis désespéré, je veux partir, j'en peux plus, ou j'ai d'autres projets, l'employeur va jouer l'usure. Il va utiliser son meilleur allié, le temps. Il va attendre que vous partiez de vous-même. Donc, la meilleure approche pour négocier rapidement, efficacement, sans procès, c'est de mettre en place, avec l'aide de votre avocat, une stratégie qui va faire que c'est l'employeur qui va venir vous voir et vous dire, bon, faut qu'on discute. Voilà. Maître Biton, on a fait le tour des questions. J'espère que j'en ai pas raté. Si jamais j'ai raté certaines questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement en scannant le QR code avec Maître Biton. Et puis vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai aussi ses liens puisqu'il est très très actif et il donne énormément de conseils gratuitement sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Et si vous souhaitez prendre contact avec lui, on remettra le lien aussi en bio. Voilà, on est parfaitement dans les temps, donc merci encore et j'espère à bientôt sur les ondes de français à l'étranger. Au revoir.